Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Monde Multipolaire. Voilà encore une intervention d'Andrei Martianov qui tombe à un moment absolument décisif de l'histoire contemporaine. Nous sommes le 17 juin 2026 et le monde que nous observons aujourd'hui n'est tout simplement plus celui d'avant le 28 février de cette même année. Ce que Martianov décrit ici, ce n'est pas un simple bulletin de guerre de plus. C'est un bilan de civilisation. Et franchement, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis le début, vous savez que nous avons anticipé beaucoup de ce qui se produit aujourd'hui. Commençons parce que même le New York Times a été contraint d'admettre un journal qui, rappelons-le, a été l'un des principaux relais de la propagande atlantiste depuis des décennies. Dans une tribune publiée le 16 juin, le New York Times titre tout simplement « Comment Téhéran a gagné le monde », ce qui signifie en clair que la victoire iranienne n'est plus contestable, même pour ses adversaires les plus acharnés dans la presse américaine. L'auteur de cet article, Azadeh Moaveni, que l'on peut retrouver sur X, reconnaît qu'après la guerre déclenchée par Washington et Tel Aviv contre Téhéran en février dernier, l'Iran s'est transformé en symbole mondial de résistance aux grandes puissances. Et c'est là que réside quelque chose de véritablement historique. Pensez à l'Algérie en 1962, un pays ravagé, colonisé pendant 130 ans, qui triomphe moralement sur l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Pensez au Vietnam en 1975. Dans les deux cas, la puissance militairement supérieure a gagné des batailles et perdu la guerre stratégique, opérationnelle, morale. L'Iran vient d'inscrire son nom dans cette même liste. Et ce que Martianov souligne avec une précision chirurgicale, c'est que cette défaite américaine n'est pas seulement stratégique. Elle est grand stratégique, opérationnelle et tactique simultanément. Ce qui signifie qu'il n'existe aucun niveau de la guerre où Washington peut prétendre avoir obtenu ce qu'il cherchait. Le Centre d'études stratégiques et internationales, le CSIS, Washington l'a d'ailleurs reconnu, dans une analyse d'avril 2026. Les États-Unis ont obtenu des dommages tactiques sur des infrastructures visibles, mais n'ont pas réussi à atteindre les sites souterrains, à éliminer la menace sur le détroit d'Ormuz ou à produire le résultat politique recherché. CNN ira même jusqu'à titrer que, selon l'évaluation du renseignement américain, l'Iran est désormais capable de fermer le détroit d'Ormuz à volonté. Ce n'est pas Téhéran qui l'affirme, c'est la CIA. Voilà ce que Martianov cherche à vous dire. Et le match de Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Iran, joué dans ce magnifique stade, SoFi de Los Angeles, a montré quelque chose que les sondages ne montrent jamais. La foule, dans une ville américaine, a ovationné l'équipe iranienne et son hymne national. La majorité du monde est du côté de Téhéran. Voilà la réalité géopolitique profonde que Martianov documente, que les médias occidentaux refusent d'analyser honnêtement et que nous allons décrypter ensemble dans cette vidéo. Restez avec nous. Ce qui suit va être dense, factuel et vraisemblablement très différent de ce que vous entendrez ailleurs. Bonne écoute. C'est encore moi. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juin 2026, un mercredi,
Et par où commencer? Mon Dieu, permettez-moi de le formuler ainsi. À l'origine, je devais parler de l'Iran et du détroit d'Ormuz, et de ce que les gens appellent, comme le colonel Daniel Davis, l'a qualifié une défaite stratégique. Mais cela a été bien plus qu'une simple défaite stratégique pour les États-Unis. Cela a été à la fois grand stratégique, opérationnel et même tactique. Quand on regarde ça, que puis-je dire? Le New York Times, gardait bien à l'esprit que c'est le New York Times a publié hier une tribune assez révélatrice. Et vous pouvez la voir par vous-même. L'article s'intitule Comment Téhéran a gagné le monde, ce qui est vrai. Dans cette chronique, je ne vais pas revenir sur les éléments historiques qui y sont décrits. L'auteur explique que, essentiellement, Téhéran et l'Iran, en tant que nation, sont aujourd'hui soutenus par la grande majorité de la population de la Terre. Si vous avez vu le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Iran à la Coupe du Monde, et l'incroyable accueil réservé à l'équipe iranienne, et les acclamations lors de l'hymne national de l'Iran par les Angelenos et les spectateurs de Los Angeles dans ce magnifique stade Sophie. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir. La majorité du monde est du côté de l'Iran. Que puis-je dire? C'est bien plus que ce dont parlait Tolstoï, pas seulement la victoire telle qu'il décrivait Barino, mais la victoire morale où la main de l'ennemi plus fort en esprit a été posée à terre, dans ce cas précis, par les États-Unis. Et donc, je ne sais pas comment l'administration Trump subsiste sous sa forme actuelle. Mais bon, manifestement, il va encore sortir et proclamer toutes sortes de choses. Oh oui, je peux aller les bombarder en retour, bien sûr. Essayez et vous verrez ce qui va se passer. Voilà la situation. On va devoir attendre et voir comment ça se stabilise réellement. Et surtout, peu importe ce que vous signez avec les États-Unis, et surtout Israël, sont incapables de respecter leurs accords. C'est simplement un travail en cours, mais les États-Unis n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires pour continuer. Ils peuvent bombarder, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Le reste, ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Ce n'est pas suffisant. C'est la partie qui est importante. Mais ensuite, nous avons bien sûr le rassemblement des clowns qui se produit au G7. Que puis-je dire? Le G7, dans les faits, ce n'est pas le G7. Je dirais que le G7 aujourd'hui est, comme il l'appelle, la 7e année scolaire. On peut en retirer des économies telles que le Royaume-Uni et l'Italie, ce qui en fait déjà un G5. Ensuite, on peut déjà voir ce qui se passe en France, et l'Allemagne sera la prochaine à se faire éjecter. Après ça, il vous reste les États-Unis. Évidemment, vous avez vraisemblablement encore le Japon et le Canada, qui est toute une autre histoire, qui n'est pas vraiment du G7, mais qui a de riches ressources régionales. Quand on déduit finalement toutes ces pathétiques déclarations sur les plus grandes économies du monde, on se retrouve probablement avec un G3. Mais bon, nous y voilà, nous avons cette bande de morons qui tient sa réunion à Évian, avec évidemment le drogué Zelensky qui traîne là-bas, et donc l'Ukraine. Nous, les dirigeants du G7, sommes unis. Non, vous ne l'êtes pas dans notre soutien indéfectible à l'Ukraine pour la défense de sa liberté, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. C'est un peu tard pour ça, et on en parlera. C'est la seule chose. C'est à cela que l'Occident combiné a été réduit à des déclarations grandiloquentes et essentiellement à la justification du terrorisme à travers les réseaux d'information terroristes. Les médias occidentaux sont un ramassis de véritables prostituées, hommes et femmes qui y travaillent, qui sont des criminels de guerre, et ils sont essentiellement la seule activité qu'ils ont là-bas, le blanchiment de toutes sortes d'activités terroristes et criminelles, de guerre de l'OTAN. Ils parlent de soutenir, d'accélérer, d'élargir en largeur, d'approfondir en profondeur, de rehausser en hauteur, et des choses de cette nature. Dans la tête de ces soi-disant dirigeants débiles, il s'agit avant tout d'essayer de maintenir une sorte de vie dans quel que soit le pays 404 tel qu'il est connu en Ukraine. Mais ça n'a pas d'importance, l'Ukraine existe
strictement grâce au soutien financier venant d'Europe maintenant, et militairement, peu importe ce qu'ils font. Cependant, vous avez ce garçon télévisuel français que vous avez élu 2 fois. Soyez fiers de votre patrimoine. C'est qui il est. Toutes sortes d'amis satanistes et ainsi de suite. Donc, Macron, 7 pays ont accepté d'augmenter la livraison d'armes à longue portée à Kiev. Comme vous pouvez le voir vous-même, Paris déclare: les pays du groupe des 7 ont accepté d'augmenter la livraison d'armes à l'Ukraine. Ouais, notamment le Royaume-Uni, qui produit un missile Aster par mois. Cela a donc été annoncé lors d'une conférence de presse après le sommet dans la ville d'Évian par le président français Emmanuel Macron. C'est un gars très bavard. Il essaie vraiment de présenter la France comme une grande puissance, ce qu'elle n'est pas. Nous avons accepté d'augmenter la livraison de systèmes de défense aérienne, de systèmes supplémentaires et d'intercepteurs, ainsi que d'armes à longue portée, a-t-il dit. D'accord, bien sûr, vous pouvez aller faire toutes sortes de déclarations, mais il y a des gens plus intelligents que vous qui sont assis là à comptabiliser les capacités réelles. Ce sont de bons économistes militaires. Vous avez tout un département économique à l'état-major général russe. Ce sont des gens avec de vrais doctorats en économie, des colonels et même des généraux. Et ils connaissent mieux que Macron ne connaît son propre pays. Mais encore une fois, on ne peut pas expliquer à l'Européen moyen que c'est terminé, c'est fini, peu importe ce qu'ils produisent. Alors que reste-t-il? Les narratifs. Dire oui, nous soutenons une sorte d'approvisionnement ou quoi que ce soit, avec des armes qu'ils n'ont pas. Vont-ils essayer de fournir tout ce qu'ils peuvent? Ils produisent quelque chose comme 50 missiles Storm Shadow par an. Ils pourraient tout au plus en fournir encore 10 à 15. Ça ne change rien. Et les Russes ont déclaré à plusieurs reprises que ça prolonge simplement un peu plus longtemps l'agonie de ce qu'on appelle encore l'État ukrainien. Parce qu'après ça, que reste-t-il? La Pologne, ils vont essayer de pousser la Pologne à aller mourir et à se suicider en affrontant la Russie, mais c'est aux Polonais de décider, ils élisent ce genre de gouvernement, et donc ouais, ils voulaient l'Europe, profitez-en. Mais le fait est que à un certain moment, il pourrait fort bien y avoir une situation où les Russes devront frapper certaines installations en Europe. Ils ont tous les moyens pour ça. Si l'Europe ne comprend pas le message, que puis-je dire? Tant pis. Cependant, nous avons un autre élément. Et mon Dieu, c'est vraiment au-delà du ridicule. C'est le télégraphe. Bien sûr, on ne peut pas utiliser le télégraphe ou n'importe quel média imprimé occidental comme papier toilette pendant les temps de crise, parce qu'on attraperait une tumeur au cerveau par voie anale. Mais quand même, ils ont écrit ceci: « Donnez-nous les plans du Patriote pour que nous puissions fabriquer les nôtres », dit Zelensky à Trump. Ouais, Zelensky traîne autour du G7, il traîne toujours autour de toutes sortes de choses où on fournit des drogues gratuites. Eh bien, Zelensky a exhorté Donald Trump à lui remettre les plans des missiles patriotes pour que l'Ukraine puisse les produire localement afin de renforcer ses défenses aériennes. J'ai des nouvelles pour M. Zelensky. Ouais, même si l'on imagine que les États-Unis fournissent les plans du Patriot Pack 3 à l'Ukraine, seul un imbécile peut croire que le pays, avec sa base industrielle détruite, peut produire quoi que ce soit de ce genre. De même que ces idiots du G7 disent « oui, on va les produire en Ukraine, bonne chance ». Ils ne comprennent manifestement toujours pas ce qu'est le renseignement par satellite et la reconnaissance aérienne et comment se développe le ciblage. Toute l'idée que les États-Unis fournissent ces plans et qu'on commence à produire un complexe de défense aérienne tel que le Patriot Pack 3, c'est ridicule en soi. Mais comme beaucoup de gens l'ont justement fait remarquer, les plans du Saturn V sont toujours là. Donnez-les à l'Ukraine et l'Ukraine produira aussi des Saturn V parce que c'est manifestement ce qu'ils pensent pouvoir produire. Mais tout cela n'est que l'agonie et les convulsions de ces crétins en Europe. Et Zelensky en fait évidemment partie, une grande part, parce qu'il est leur homme de paille. La situation évolue vraiment mal pour eux, non seulement en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, ce reste de pays, mais voilà même le problème maintenant. Donc un certain Matthews écrit dans le même Télégraphe que l'Europe commence à comprendre l'absurdité de Kaja Kallas. Vraiment, mon Dieu. L'ancienne première ministre estonienne, dont le travail consiste à coordonner une politique étrangère articulée
qui n'existe pas. Oh, absolument. Il n'y a pas de politique étrangère dans l'Union européenne. L'Europe est morte en tant que civilisation occidentale. Ce n'est plus qu'un terrain de jeu pour les satanistes et toutes sortes de fauteurs de guerre. Toute l'idée que cette Kallas ait été élue ou nommée, vous savez, quand on regarde Borrell, c'est un imbécile, donc elle est une imbécile. Ils l'ont mise en charge de la politique étrangère, et la seule chose que cette dame veut, c'est d'une façon ou d'une autre attaquer la Russie et tuer des Russes. C'est à peu près les aspirations de la plupart des élites européennes et d'une large partie de la population européenne en gros. Donc maintenant, ils avaient ce crétin Annalena Baerbock qui discrédite maintenant les restes des Nations Unies, organisation inutile. Donc, nous avons maintenant cette idiote dont on dit « Mon Dieu, elle est mauvaise », eh bien, c'est vous qui l'avez nommée. Je ne comprends pas quel est le problème avec ces questions de causalité, la compréhension du cause à effet par ces crétins à Bruxelles, mais il faut savourer ça. Elle est votre chef de la politique étrangère. Et peu importe si on regarde toutes ces dames au sein de l'Union européenne et de la Commission européenne, comme von der Leyen, ce sont des fauconnes agressives. C'est qui elles sont. Elles sont très bêtes, elles n'ont aucune compétence applicable ou pratique en matière de gouvernance, mais elles veulent toute la guerre en Europe. Elles ne comprennent pas, si Dieu nous en préserve, ça arrive, elles mourront avec leurs familles, petits-enfants, fils, filles et tout le reste. Elles ne comprennent toujours pas ça parce qu'elles sont aussi stupides que des souches. Et c'est le niveau intellectuel de l'Europe d'aujourd'hui. Vous les avez élus ou nommés, alors profitez-en. Quels en sont les résultats et pourquoi se comportent-ils comme les crétins qu'ils sont? C'est très simple. Il y a une panique. Par exemple, la Frankfurter Allgemeine écrit que les États-Unis réduisent réellement leur présence en Europe. Ils retirent l'un des groupes de bataille de porte-avions qui était affecté opérationnellement à la soi-disant défense de l'Europe. Et évidemment, ils retirent ces 50 chasseurs qui sont inutiles de toute façon dans la guerre avec la Russie si elle devait, Dieu nous en préserve, en arriver là. Et ils déplacent des troupes ici et là. Ils sont dans la panique parce qu'ils sont impuissants et ils ne peuvent faire que la seule chose qu'ils peuvent faire, le terrorisme, le sabotage. Et mon Dieu, tout le média britannique en émoi. Dans la Manche, une frégate a tiré des coups de semonce contre un stupide yacht. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une procédure normale. N'importe quelle frégate, qu'elle soit russe, américaine, britannique ou française, ferait la même chose. Si vous avez ce yacht qui arrive sur vous et qui essentiellement n'entend pas ce que vous dites sur la radio FM, je ne me souviens plus de quel canal c'est, mais pour les gardes-côtes, c'est généralement le canal 6. Il devrait avoir cette radio opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on peut utiliser les vieilles fusées de signalisation pour leur dire de dégager du chemin d'un navire militaire. C'est sérieux. C'est le territoire du bâtiment commandé par l'amiral Alexandrovitch, comme c'est le cas avec n'importe quel navire de guerre. C'est le territoire de la Fédération de Russie, et c'est un vrai navire de guerre sérieux. Il continuait à avancer. Donc, ce que les Russes ont dû faire, après qu'il ne restait plus que 150 mètres, c'est tirer le coup de semonce. C'est la procédure normale. Habituellement, c'est 5 millièmes d'angle d'inclinaison à la poupe, puis 5 millièmes d'angle d'inclinaison à la proue, et ensuite, si vous ne suivez pas les instructions, eh bien, je suis désolé, allez nourrir les poissons. Dans ce cas précis, ils ont manifestement compris le message. Et compte tenu de ce qu'est la Royal Navy aujourd'hui, c'était autrefois une marine glorieuse, historique et vaillante aujourd'hui. Le Mi-6 et tout ce qui passe pour l'armée au Royaume-Uni, c'est ce qu'ils font du sabotage. Ils pourraient utiliser leur navire civil ou une sorte de submersible pour constituer une force de diversion. C'est ce qu'ils font. C'était donc une procédure normale et standard, et il n'est pas nécessaire d'en faire une apoplexie. Mais ouais, c'est ce qu'ils font. Ils ont besoin d'un narratif. Pourquoi des narratifs? Pourquoi cette désespération? Eh bien, laissez-moi vous montrer quelque chose. CBS, de nos jours, écrit ces âneries. Gardez à l'esprit qu'aucun réseau
américain de l'information établie, que ce soit CBS, ABC, CNN ou quoi que ce soit, n'a d'analyste militaire honnête et professionnel. Et quand on regarde Fox News, c'est une bande de clowns tels que Petraeus, Kellogg, Skinner et tout ce type-là, une bande de perdants qui n'ont jamais rien gagné de leur vie. Ils ont à peine été formés sur les questions de la guerre interarmes combinée, donc ils produisent essentiellement une quantité copieuse d'excréments bombardés, comme soi-disant expertise. Donc CBS dit maintenant, la Russie consomme-t-elle ses missiles de défense aérienne à un rythme insoutenable? Bien sûr. Les Russes manquent de tout. Rappelez-vous, les Russes étaient en train de manquer de missiles quelque part à partir de l'été 2022. Depuis lors, la Russie manque continuellement de missiles. Mais regardez ça, la Russie est à court d'un type clé d'intercepteur de missiles. Des sources le disent à CBS News. Vous n'avez pas de source CBS News. Vous êtes une bande de prostituées. Vous n'avez pas de sources qui peuvent vous fournir une analyse militaire compétente. Et de plus, même si vous étiez en mesure d'obtenir cette analyse, personne dans vos positions de chef ne vous permettrait de dire la vérité. Vous êtes une bande de prostituées. C'est qui vous êtes. Et donc ils disent que l'Ukraine lance des frappes efficaces plus profondément en territoire russe, alors que des analystes notent un possible changement de marée en faveur de Kiev, plus de 4 ans et demi après le début de la guerre. Comme je l'ai déjà dit, CBS n'a pas d'analyste. Et ce qui passe pour un analyste dans les médias établis aux États-Unis est une blague. Une bande de clowns avec de grosses étoiles. C'est à peu près tout. Et donc, Moscou connaît une pénurie d'intercepteurs de missiles S-300. D'accord. Et voilà. 3 fonctionnaires ukrainiens familiers avec les estimations de renseignement du pays ont déclaré à CBS News. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils auraient dû faire ça. Comme le Chicago Tribune ou le New York Times, ils auraient dû écouter la propagande de Goebbels. Pourquoi pas? Et comme je l'ai déjà dit, le journaliste américain moyen, et l'européen aussi, est un criminel de guerre. Il pousse essentiellement les narratifs et la propagande du pays qui est en train de subir la défaite absolue et dont l'armée est en train d'être pulvérisée en miettes. Pourquoi c'est ainsi? Évidemment, les Russes ont plus qu'assez d'intercepteurs et comme le colonel général, président de la commission de défense de la Douma d'État, l'a déclaré il y a 2 jours, c'est la meilleure défense aérienne du monde, mais de temps en temps, il y a une fuite et on crie à la défaite stratégique. On ne peut pas expliquer aux idiots, et encore une fois, lisez attentivement la citation de Hunter Thompson, c'est pratiquement chacun d'entre eux que les gens normaux ne travaillent pas dans les médias établis. Période. Et donc, qu'avons-nous? Voici l'explication de pourquoi ils s'en prennent à vous. Voici le célèbre copium, le tableau de la progression officielle des excuses clés. Voici ce qui se passe. Je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi repris fondamentalement par le côté américain et l'Europe, surtout les Européens. La ville ne sera jamais prise. L'assaut russe a échoué. C'est à peu près l'algorithme standard. La ville n'a pas été capturée, pas toute la ville n'a été saisie, il n'y a pas de preuves visuelles. C'est du Photoshop et c'est vieux. Il n'y a pas d'encerclement, il n'y avait pas de prisonniers. Ce sont des Russes en uniformes ukrainiens. La ville était stratégiquement sans importance. C'est la procédure standard. Voilà comment ils contournent ça. Et tout en faisant des choses de cette nature, comme vous pouvez le voir, ils continuent le terrorisme. C'est l'OTAN. Ce n'est pas juste l'Ukraine. C'est l'OTAN. Ce sont des gens couverts de grandes étoiles, à Bruxelles et même au Pentagone, qui soutiennent fondamentalement cela parce qu'ils rougissent, parce qu'ils comprennent qu'ils sont incompétents et impuissants. Alors que font-ils? Kiev attaque des enfants biélorusses. Les forces armées de l'Ukraine ont attaqué un bus avec l'équipe de football d'enfants de Biélorussie dans la région de Briansk. Une personne a été tuée et plusieurs ont été blessés. Moscou a qualifié l'incident d'attentat terroriste. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire, le terrorisme. C'est ce en quoi ils sont efficaces. Donc, si on va regarder le résumé d'aujourd'hui, en fait, celui d'hier, comme vous pouvez le voir encore une fois, 404 21 drones ont été interceptés. Et pour quiconque a une compréhension basique des mathématiques, et même une certaine formation en affaires militaires, regardez attentivement combien d'UAV la Russie a abattu, rien que les UAV, en 4 ans et demi, 163, 145, divisé par 2 au minimum. Voilà combien de missiles les Russes ont utilisés au minimum pour abattre ces drones. Et ils continuent en fait
a augmenté la production de toutes sortes de matériel militaire. Encore 1300. Kostiantynivka est presque réglée. Comme je l'ai déjà dit, si on va maintenant regarder la pulvérisation des garnisons qui gardent la zone fortifiée de Slaviansk, c'est l'un des forts essentiels. Les ponts qu'ils utilisent, ou les ponts flottants pour approvisionner les gens à Liman, sont foutus. Et il y a aussi un mouvement partout. Si on va regarder ce qui se passe en termes de situation autour de DKA, voici, comme vous pouvez le voir, c'est par nos amis Maratwin et le colonel Popov. Le cas de Kostiantynivka est à peu près réglé. Et ils se rendent maintenant par centaines là-bas, parce qu'évidemment, ils veulent partir. Mais vous avez vu vous-même l'algorithme, le mécanisme d'adaptation. Voilà ce que nous avons en termes de DKA, qui sera la suivante, c'est l'ouverture de la voie sur la Kramatorsk. Et voici le colonel Popov avec l'une des variantes du développement de ce qui se passe là-bas. Parce qu'évidemment, Kostiantynivka est réglé. La Kramatorsk pourrait être investie depuis 3 axes différents. Et il y a une autre chose très importante qui se passe. Non seulement à Kramatorsk, il y a la ville de Liman. Et comme vous pouvez le voir, elle surplombe en réalité Slaviansk. Les Russes ne vont pas se précipiter. C'est une agglomération Kramatorsk-Slaviansk évidemment très fortement fortifiée, mais ils vont pulvériser toutes ces défenses, peu importe ce que font les Ukrainiens. À Liman aussi, nous avons la situation où essentiellement Slaviansk et Kramatorsk est en train d'être encerclés dans un mouvement de tenaille. Il disait que Liman ne serait pas assailli. Eh bien, devinez quoi? Les Russes sont déjà dans Liman et contrôlent de grandes parties de la ville. Que puis-je dire maintenant? Cet algorithme, le tableau des excuses de Kiev, continue à être utilisé non seulement par Kiev, mais aussi par les curateurs américains et européens du régime de Kiev. Et donc les Russes continuent de faire exploser la plupart des choses qui soutiennent les restes de la défense en Ukraine. La nuit dernière, nos UAV ont détruit l'un des plus grands et des plus impressionnants arsenaux d'Ukraine en termes de volume de stockage. Le 65 Arsenal, base de stockage de munitions de la direction centrale des missiles et de l'artillerie des forces armées de l'Ukraine, situé en périphérie de la ville de Balaklia. C'est une énorme installation de 368 hectares, capable de stocker 150 000 tonnes de munitions. Elle était en flammes hier soir et tout le monde a entendu ça. Qu'avons-nous donc? Nous avons cette situation vraiment mauvaise pour l'Europe. Les États-Unis essaient de s'en sortir maintenant, évidemment en faisant toutes sortes de déclarations grandiloquentes, mais c'est ce que c'est. Et beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Et ça a émergé il y a quelques jours. Les gens disent « Mon Dieu, mais Starlink soutient leur communication ». Eh bien, les Russes ont le système Volt-Garant, qui est très efficace pour supprimer jusqu'à 20 km² de communication Starlink. Et évidemment, il est dans une certaine mesure exposé, mais les Russes ont une défense aérienne très suffisante. Et la portée et la zone, par conséquent, de suppression des communications Starlink augmente, permettez-moi de le formuler ainsi. Si vous avez la capacité de supprimer les communications sur 20 km², devinez quoi? C'est au moins une brigade entière ou un groupement tactique de brigades. Vous êtes capable de supprimer les communications et rien ne fonctionne là-bas. Voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il reste? Le terrorisme. Tuer des enfants, ils attaquent des jardins d'enfants, ils attaquent des bus d'école avec des enfants. Voilà ce qu'est l'OTAN en réalité. Et donc maintenant, les Russes n'ont plus qu'à s'asseoir en arrière et observer ce qui se passe tout en continuant à progresser et à libérer le territoire russe. Nous savons maintenant que Kherson est en train d'être évacué. Et en termes de Slaviansk et de Kramatorsk, comme je l'ai déjà dit, ce sont des villes vides avec peu de civils. Ils se préparent à la défense, mais ils seront absolument soufflés en miettes. C'est leur choix. C'est le choix de l'OTAN. Ces gens vont combattre et mourir pour l'OTAN et pour le consommateur de drogue qui est le soi-disant président. Ce sont les valeurs européennes. Et donc, avant de partir, voici une situation très intéressante. C'est la mise sur cale du nouveau sous-marin du projet 804 25M, classe Yazen avancée par la marine russe. C'est le 9e sous-marin de cette classe.
Et donc vous voyez, M. Moiseev, le commandant en chef de la marine russe, étant présent lors de cette cérémonie. Et si on va regarder comment TASS rapporte cela, le chantier naval de Severodvinsk pose sur cale un sous-marin nucléaire de classe Yasen-M, le Mourmansk. Les constructeurs de navires russes ont lancé la construction du 9e sous-marin polyvalent à propulsion nucléaire porteur de missiles du projet Yasen-M amélioré. Ils expliquent ce qu'est essentiellement ce sous-marin. Permettez-moi de vous rappeler ce qu'un seul sous-marin de classe Yasen peut faire. La classe Yasen-M transporte non seulement des Zircon et des Onyx, qui sont terrifiants, mais aussi un missile d'attaque terrestre 3M14M de 4500 km de portée, ce qui signifie que le Tomahawk et encore plus le JSM paraît totalement dépassé en comparaison. Comment définit-on ces sous-marins? Sont-ils polyvalents? Oh oui, absolument. Ils transportent des missiles anti-navires et des missiles d'attaque terrestre. Mais dans leur impact, ils sont maintenant presque impossibles à distinguer des sous-marins à missiles balistiques stratégiques, parce qu'ils peuvent frapper stratégiquement n'importe quoi. Aux États-Unis, par exemple, si ce sous-marin se tient quelque part à proximité, et il y a déjà des classes Yasen-M en service, ne regardez pas maintenant le nombre de ces sous-marins dans Wikipédia, parce que c'est une information périmée. C'est la capacité que la marine américaine n'a pas. Ce n'est même pas proche, et les nouvelles versions du Zircon-M avec une portée de 2500 km, bonne chance pour l'intercepter. Il n'y a rien, à moins, bien sûr, qu'il donne ses plans à l'Ukraine et que l'Ukraine produise pour les États-Unis des armes hypersoniques et la défense aérienne la plus avancée, quoi que ce soit. Donc, nous observons essentiellement les convulsions, et c'est pourquoi nous avons maintenant, encore une fois, cette bande composée d'un agent du Mossad et d'un promoteur immobilier de New York, Witkoff et Kushner, ce couple aigre, qui essaie d'aller en Russie, encore une fois, pour tenir des discussions. D'accord, parlons. Les Russes diront « Nous ne sommes jamais contre les discussions ». Mais voilà ce que c'est. Et donc, en conclusion, revenons à l'Iran. CNN déclare « L'évaluation du renseignement américain, l'Iran peut fermer le détroit d'Ormuz à volonté désormais. » Ouais, il le peut. C'est ça la véritable capacité militaire. Réelle. Pas ces magnifiques images de groupes de bataille de porte-avions qui sont essentiellement inutiles dans la vraie guerre. Non. Nous parlons de la capacité des armes à missiles basées à terre et des vedettes rapides des Iraniens qui sont également armées de missiles légers anti-navires et dont certaines peuvent manifestement lancer des torpilles. Le minage aussi, toutes sortes d'armes ont été utilisées. Et ce n'est pas seulement le triomphe stratégique de l'Iran, c'est le triomphe tactique de l'Iran. Et cela vous dit ce qu'est la guerre moderne, à quel point elle est sophistiquée et combien il faut pour pouvoir réellement combattre. L'Iran l'a prouvé, et qu'avons-nous maintenant dans l'opération militaire spéciale? La seule chose en quoi ils sont bons, c'est les narratifs de relations publiques. L'OTAN ne peut pas combattre. C'est une alliance militaire pathétique qui est en train de se désintégrer. Et bon lecteur, c'est essentiellement un mort vivant. Les États-Unis, s'ils veulent rester une grande puissance, doivent raccourcir le front, c'est le truisme. Et apprendre ce que sont les opérations interarmes combinées modernes et essentiellement faire face à la doctrine moderne. Alors qu'ils s'en occupent, il y a un truisme du début du XXe siècle. Si vous voulez ruiner un pays, offrez-lui un cuirassé en cadeau. C'était en 1905, 1912, des choses de cette nature. On peut répéter ce truisme aujourd'hui et le reformuler ainsi. Si vous voulez ruiner un pays, offrez-lui un porte-avions à propulsion nucléaire en cadeau avec son groupe de bataille. Et rien ne va changer dans le complexe militaro-industriel des États-Unis, parce qu'il est impossible à réformer. Mais pourquoi? C'est toute une autre histoire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous pouvez vous le permettre, soutenez-moi sur Patreon ou achetez-moi un café ou deux. Passez un bon reste de semaine et je vous parlerai plus tard. Voilà. Vous venez d'écouter Andreï Martianov. Et je veux qu'on prenne le temps, vraiment le temps, de peser chaque point qu'il vient de soulever parce que ce qu'il décrit dépasse de très loin
le simple récit d'une victoire militaire iranienne. Martianov parle d'une défaite américaine simultanément grand stratégique, opérationnel et tactique. Laissez-moi vous traduire cela en termes historiques concrets, parce que ce niveau d'effondrement multidimensionnel est extrêmement rare dans l'histoire militaire moderne. Pour trouver un équivalent, il faut remonter à la guerre du Vietnam, où les États-Unis ont remporté pratiquement chaque engagement tactique, mais ont perdu la guerre à chaque niveau supérieur. Ou à la guerre de Corée, qui s'est terminée par un armistice, ce qui signifie en d'autres termes que la superpuissance la plus puissante du monde n'a pas réussi à soumettre un pays de 25 millions de personnes. Mais l'Iran de 2026, c'est différent. C'est un pays de 90 millions d'habitants, avec une profondeur stratégique exceptionnelle, une doctrine de guerre asymétrique, élaborée sur 4 décennies de pression américaine et israélienne, et point capital, un arsenal de missiles balistiques et de drones qui a littéralement épuisé les stocks d'intercepteurs américains. Rappelons les faits. Selon le rapport du Congressional Research Service du 11 mars 2026, l'Iran a utilisé des mines navales, des vedettes lance-missiles, des sous-marins légers et des missiles anti-navires pour paralyser 25% du commerce mondial de pétrole et 20% du gaz naturel liquéfié transitant par le détroit d'Ormuz. La compagnie KUA, dans son analyse de la campagne du détroit, confirme que Washington a subi des pertes tactiques réelles, 4 militaires américains tués selon NBC News, et n'a pas pu éliminer la menace. Et ce que souligne Martianov avec une précision que vous ne trouverez nulle part dans les grands médias américains, c'est que la question n'était jamais de savoir si les États-Unis pouvaient bombarder l'Iran. Bien sûr qu'ils le peuvent. La question était, peuvent-ils imposer un résultat politique? Et la réponse est non. Al Jazeera l'a parfaitement formulé le 8 avril 2026. Trump proclame la victoire, mais avec le gouvernement iranien intact, l'enrichissement d'uranium qui continue et un nouveau régime de péage sur le détroit d'Ormuz qui n'existait pas avant le conflit. Est-ce vraiment une victoire? La réponse est non. C'est une défaite habillée en victoire de relations publiques. Et CNN, je dis bien, CNN a titré que l'Iran peut désormais fermer le détroit d'Ormuz à volonté. Voilà le triomphe tactique dont parle Martianov. Les Iraniens ont démontré concrètement, opérationnellement, que leurs vedettes rapides armées de missiles, leur système de mines, leur aviation de drones pouvaient interdire le passage à la marine américaine pendant des semaines. C'est sans précédent. La dernière fois qu'une puissance régionale a tenu en échec la marine américaine de cette façon, ça ne s'était jamais produit à cette échelle depuis la guerre de Corée. Et pourquoi cela compte-t-il pour nous ici sur Monde Multipolaire? Parce que le détroit d'Ormuz, c'est la clé de voûte du système pétrolier mondial. C'est par là que passent les approvisionnements en pétrole du Japon, de la Corée du Sud, de l'Inde, de la Chine. Quand l'Iran contrôle ce détroit, il ne s'agit plus seulement d'une question régionale, c'est une question de puissance mondiale. Et le fait que Téhéran ait démontré cette capacité de contrôle modifie fondamentalement l'équilibre géopolitique mondial, exactement comme Martianov l'analysait depuis des années dans ses ouvrages. Passons maintenant au Gzept d'Évian, parce que là, franchement, Martianov est particulièrement féroce et il a entièrement raison. Le communiqué final du sommet d'Évian du 17 juin 2026, que vous pouvez consulter sur le site officiel du Quai d'Orsay, déclare que les 7 pays sont unis dans leur soutien indéfectible à l'Ukraine. Voilà, c'est la formule, c'est le mantra. Et Martianov dit quelque chose d'essentiel. Ce ne sont que des narratifs, des mots, des déclarations grandiloquentes qui dissimulent une réalité très simple. L'Occident combiné n'a plus les moyens matériels de faire ce qu'il dit vouloir faire. Regardons les chiffres concrets. Macron annonce une augmentation des livraisons d'armes à longue portée, très bien. Le Royaume-Uni produit, selon des estimations publiquement disponibles, environ 1 missile Aster par mois. La France produit approximativement 50 Storm Shadow par an. Ce qui signifie que même en livrant 100% de leur production annuelle à l'Ukraine, ce qu'ils ne font pas et ne feront
jamais l'impact sur le champ de bataille est marginal face à la cadence de production russe. Que Bloomberg et Reuters eux-mêmes ont documenté plus de 3 millions d'obus d'artillerie par an contre environ 600 000 pour l'ensemble de l'OTAN. Et puis il y a cette demande absolument stupéfiante de Zelensky dont Martianov parle avec beaucoup d'ironie méritée, qui exige les plans du Patriot Pack 3 pour que l'Ukraine les fabrique elle-même. Permettez-moi de mettre cela en perspective historique et industrielle. Le système Patriot Pack 3 est le produit de décennies de recherche et de développement chez Raytheon, mobilisant des milliers d'ingénieurs, des chaînes de production ultra spécialisées, des composants électroniques de précision que même les États-Unis ont du mal à produire en quantité suffisante. C'est d'ailleurs pour cela que Washington a refusé d'envoyer des batteries supplémentaires à Kiev, tout au long du conflit. L'idée qu'un pays dont l'industrie de défense est détruite à plus de 70%, selon les estimations de Kyiv Independent, elle-même puisse produire des Patriot Pack 3 à partir de plans, c'est du même niveau que de donner les plans du Saturne V à un pays du tiers-monde et de s'attendre à des fusées. Et Martianov fait exactement cette comparaison avec l'humour grinçant qui le caractérise, mais le problème plus profond, c'est que même les médias pro-ukrainiens commencent à documenter l'écart entre les promesses et les livraisons réelles. United 24 Media, pourtant clairement favorable à Kiev, reconnaît dans son compte-rendu du 17 juin que le G7 est seulement prêt à considérer les licences de production d'armement, ce qui signifie en langage diplomatique qu'il n'y a pas d'engagement ferme. Des milliers de mots, des conférences de presse, des poignées de main photographiées, et en réalité, rien de nouveau sur le fond. Et Martianov a absolument raison sur la décomposition du G7 lui-même. Pensons-y sérieusement. Le Royaume-Uni, dont le PIB en termes réels stagne depuis 2008 selon la Banque mondiale, dont la marine royale jadis la plus puissante du monde, ne dispose plus que de 2 destroyers type 45 opérationnels. L'Allemagne, qui a passé les 30 dernières années à désarmer unilatéralement et se retrouve aujourd'hui incapable de produire assez de munitions pour ses propres besoins. L'Italie, dont le gouvernement Meloni fait des déclarations musclées, mais dont le budget de défense ne représente que 1,5% du PIB. Ce G7 est devenu, pour reprendre l'image de Martianov, une sorte de classe de septième, un groupe d'économies relativement importante en termes nominaux, mais qui n'ont plus ni la puissance industrielle, ni la profondeur stratégique, ni la volonté politique d'un empire. Maintenant, parlons du terrain ukrainien, parce que c'est là que la désinformation des médias occidentaux est la plus flagrante et la plus documentable. Martianov mentionne Kostiantynivka, et c'est un point crucial. Deep State, le groupe OSINT ukrainien lui-même, qui n'a aucune raison de favoriser le narratif russe, a publié ses mises à jour de cartes pour la semaine du 9 au 16 juin 2026. Résultat, les forces russes ont progressé dans ou autour de 8 localités différentes. Les forces ukrainiennes n'ont progressé nulle part. Russia Matters, un think tank de Harvard Kennedy School, pas exactement un organe pro-russe, le confirme dans son rapport du 17 juin 2026. Ce qui se produit autour de Kostiantynivka est un cas d'école de la doctrine de guerre russe moderne, ce que le colonel Popov et d'autres observateurs documentent. L'encerclement progressif, les infiltrations par petits groupes d'assaut, la coupure des lignes logistiques par drone et la pression sur 3 axes simultanément. C'est la même méthode que celle appliquée à Bakhmout, à Avdiivka, à Toretsk. Et le résultat est toujours le même, sauf que maintenant, les défenses ukrainiennes sont progressivement épuisées, les réserves humaines sont au minimum, et il n'y a pas de nouvelles lignes de défense préparées derrière Kostiantynivka. La revue Medusa, publiée par des Russes en exil, donc là encore, pas des pro-Kremlin, a publié début juin 2026 une analyse très honnête. Les défenses ukrainiennes à Kostiantynivka se sont effondrées sur 2 axes d'approche simultanément. Les Russes ont percé dans les secteurs nord-ouest et sud-ouest, et ce qui rend la situation particulièrement difficile pour Kiev, c'est que Kostiantynivka constitue la porte d'entrée méridionale de l'agglomération Kramatorsk-Sloviansk, ce qui signifie que si elle tombe, les 2 grandes villes du Donbass encore sous contrôle ukrainien se retrouvent encerclables sur 3 axes. Et pendant ce temps,
À Liman, comme le mentionne Martianov, les Russes sont déjà à l'intérieur de la ville et contrôlent de vastes portions de celle-ci, ce qui crée le mouvement en tenaille classique que les théoriciens militaires russes ont toujours privilégié. Souvenez-vous de Kherson, de 2022, les Ukrainiens avaient réussi à forcer un retrait russe en coupant les lignes logistiques sur la rive droite du Dniepr. La doctrine russe a intégré cette leçon et l'applique maintenant à l'envers contre les positions ukrainiennes. Concernant l'arsenal de Balaklia, les 65 hectares mentionnés par Martianov, avec 150 000 tonnes de munitions, sa destruction est un événement militairement considérable. Rappelez-vous que dans la Seconde Guerre mondiale, la destruction des dépôts de munitions ennemies était considérée comme l'une des priorités stratégiques absolues. L'opération Overlord avait été précédée par des semaines de bombardements intensifs sur exactement ce type d'infrastructure logistique. Ce que les drones russes ont accompli en une nuit sur Balaklia représente l'équivalent d'une campagne de bombardement stratégique à un coût infiniment inférieur et sans aucune perte humaine russe. Voilà ce qu'est la guerre moderne. Martianov consacre une bonne partie de son intervention à CBS News et à la question des stocks épuisés de missiles russes. Et je vais m'arrêter longuement là-dessus parce que c'est un exemple parfait de la façon dont fonctionne la machine de désinformation occidentale. CBS affirme donc, sur la foi de 3 fonctionnaires ukrainiens familiers avec les estimations de renseignement, que la Russie manque d'intercepteurs S-300. Très bien. Maintenant, faisons un exercice simple de vérification factuelle. Premièrement, la Russie manque de missiles, selon les médias occidentaux, depuis l'été 2022. Le Washington Post titrait en juillet 2022 que les stocks russes seraient épuisés en quelques semaines. Ensuite, le New York Times en novembre 2022. Ensuite, CNN en mars 2023. Ensuite, Reuters en automne 2023. Et nous sommes en juin 2026. Et les Russes viennent d'intercepter 491 drones en une seule nuit, chiffre mentionné par Martianov lui-même. Si on fait le calcul simple évoqué par Martianov, 163, 145 drones abattus sur 4 ans et demi, en utilisant une estimation conservatrice de 2 intercepteurs par drone, cela représente plus de 300 000 missiles utilisés. Et les Russes continuent. Ce qui signifie soit que leurs stocks initiaux étaient astronomiquement plus importants que ce qu'on nous disait, soit, et c'est la réalité, qu'ils ont maintenu et augmenté leur production tout au long du conflit. Deuxièmement, les sources de CBS sont ukrainiennes, ce qui signifie que CBS utilise des données du belligérant directement intéressé à peindre son adversaire comme affaibli pour maintenir le soutien occidental. C'est exactement comme si, en 1944, un journal américain avait titré « L'Allemagne manque de chars » sur la base exclusive de témoignages de soldats soviétiques. Peut être vrai, sûrement partiel, et certainement pas de l'analyse militaire indépendante. Troisièmement, et c'est le point le plus important, le colonel général Kartapolov, président de la commission de défense de la Douma d'État, a déclaré il y a 2 jours que la défense aérienne russe est la meilleure du monde. Ce n'est pas une affirmation creuse. La Russie a démontré opérationnellement, sur le terrain, sa capacité à intercepter des vagues massives de drones ukrainiens, nuit après nuit, depuis plus de 4 ans. Aucun autre pays au monde n'a acquis ce niveau d'expérience opérationnelle en défense aérienne à grande échelle. C'est une donnée factuelle, pas un narratif. Et voilà pourquoi Martianov est si implacable envers ses journalistes. Il ne s'agit pas d'une question d'opinion ou de bord politique, il s'agit d'arithmétique militaire de base, un analyste militaire compétent, et ils existent, même aux États-Unis, même si on ne les voit pas sur les plateaux de CNN, c'est lire un bilan de munitions, comprend ce qu'est une courbe de production industrielle, et c'est distinguer une déclaration de propagande d'une évaluation opérationnelle réelle. Parlons maintenant de l'incident de la Manche, parce que là aussi, les médias britanniques en ont fait une affaire d'État, et Martianov remet les choses dans leur contexte avec une précision technique que j'apprécie particulièrement. Un yacht civil s'approche d'un navire de guerre russe sans répondre aux communications radio sur le canal standard des gardes-côtes. Le navire tire un coup de semonce, c'est la procédure standard internationale, codifiée dans le droit maritime depuis la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1900,
82 UNCLOS et, dans les règlements militaires, de pratiquement toutes les marines du monde. La marine américaine fait exactement la même chose. La marine française fait la même chose. La marine britannique elle-même le fait. Mais pourquoi les médias britanniques ont-ils présenté cela comme un incident majeur? Parce qu'ils ont besoin d'un narratif. Parce que la situation sur le front ukrainien est intenable à expliquer honnêtement à leur public. Parce que Kostiantynivka se prépare à tomber, que Liman est en train de tomber, que l'arsenal de Balaklia vient d'être détruit. Alors on parle d'un coup de semonce dans la Manche, et il y a quelque chose de profondément symbolique dans cette situation. La Royal Navy, la même marine qui a dominé les océans du monde entier pendant 3 siècles, qui a battu Napoléon à Trafalgar en 1805, qui a protégé les convois de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui réduite à 2 destroyers opérationnels de type 45, à des patrouilleurs incapables d'affronter une flotte de combat et à des opérations de surveillance de yachts dans la Manche. Pendant que la Russie pose la quille de son 9e sous-marin nucléaire de classe Yasenem. Et justement, parlons de ce sous-marin. Parce que là, Martianov est particulièrement précis, et je veux compléter son analyse avec des données récentes. Le 17 juin 2026, le jour même de cette vidéo, le chantier naval Sevmash de Severodvinsk a officiellement posé la quille du Mourmansk, le 9e sous-marin de classe Yasenem. C'est confirmé par Naval Today et par Zona Militar dans leurs éditions des 17 et 18 juin. Le commandant en chef de la marine russe, l'amiral Alexander Moïseïev, était présent à la cérémonie. Maintenant, qu'est-ce qu'un Yasenem? Voilà ce que les médias grand public ne vous expliquent jamais. C'est un sous-marin à propulsion nucléaire polyvalent de 130 mètres de long, qui peut opérer aussi bien en chasseur de sous-marins qu'en frappeur de précision à longue portée. Il emporte des missiles hypersoniques, Zircon, des missiles antinavires Onyx et des missiles de croisière d'attaque terrestre de type 3 M14 calibre avec une portée de 4500 km, ce qui signifie que depuis le large des côtes islandaises, il peut frapper n'importe quelle cible en Europe occidentale. Par comparaison, le Tomahawk américain a une portée d'environ 1600 km, le JSSM d'environ 980 km. La supériorité opérationnelle du 3e 14 est donc écrasante en termes de portée pure. Et Martianov soulève un point que peu d'analystes osent formuler publiquement à cause de la portée et de la précision des armes qu'il emporte. Un Yasen-M est fonctionnellement indiscernable d'un sous-marin à missiles balistiques stratégiques. Ce qui signifie qu'il introduit une ambiguïté stratégique redoutable. Un sous-marin de ce type patrouillant au large des côtes américaines pourrait porter soit des ogives conventionnelles, soit potentiellement des ogives nucléaires tactiques. Cette ambiguïté est en elle-même un multiplicateur de puissance dissuasive. Et pendant ce temps, que construit l'US Navy? Des porte-avions à 13 milliards de dollars l'unité, le Gerald Ford a coûté 3 milliards selon le Congressional Budget Office, dont Martianov démontre depuis des années qu'ils sont vulnérables aux missiles hypersoniques modernes. La marine américaine n'a pas d'équivalent aux Zircon. Elle n'a pas d'équivalent au 3M14 en termes de portée. Et le programme de sous-marins à propulsion nucléaire, Virginia Class, bien que techniquement compétent, est produit à un rythme insuffisant pour compenser les retraites d'anciens bâtiments. Le truisme que cite Martianov est absolument juste. Au début du XXe siècle, on disait que offrir un cuirassé à un pays pauvre était la meilleure façon de le ruiner parce que l'entretien, la formation, la logistique coûtent plus que le navire lui-même. Aujourd'hui, le porte-avions nucléaire est le cuirassé de 2026 et les États-Unis en ont 11, ce qui signifie que le complexe militaro-industriel américain est structurellement incapable de se réformer parce que des milliers d'emplois dans des dizaines d'États dépendent de la continuité de ces programmes. Martianov est très sévère et, à mon sens, légitimement sévère à l'égard des élites européennes. Et je veux apporter ici une nuance que je crois importante pour notre analyse géopolitique. Kaja Kallas, ancienne Premier ministre estonienne, nommée haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. L'Estonie est un pays de 3 millions d'habitants avec un PIB de 40 milliards de dollars, soit moins que la ville de Lyon. Confier la politique étrangère de 450 millions d'Européens à une personne dont
toute l'expérience géopolitique s'est construite sur la frontière russo-estonienne. C'est comme nommer le maire de Niamey chef de la diplomatie de l'Union africaine. La métaphore est brutale, mais elle illustre l'absurdité structurelle de la situation. Et Martianov soulève quelque chose de fondamental quand il parle d'Annalena Baerbock, dont le Télégraphe lui-même commence à critiquer le bilan. Baerbock a déclaré publiquement, en janvier 2023, qu'elle n'était pas d'accord avec ses électeurs et qu'elle soutenait l'Ukraine, quoi qu'il en coûte. Elle a déclaré, dans un discours prononcé à Strasbourg, que nous étions en guerre contre la Russie. Ces déclarations ont été reprises par Bloomberg et Reuters. Ce ne sont pas des inventions de médias alternatifs. Le problème structurel que Martianov identifie est réel. Une grande partie des élites européennes actuelles ont fait leur carrière dans des think tanks, des organisations non gouvernementales, des structures institutionnelles bruxelloises, sans jamais avoir eu à gérer la conséquence matérielle de leurs décisions. Quand vous êtes directrice d'un think tank à Berlin et que vous recommandez d'envoyer des chars léopards en Ukraine, vous ne faites pas partir vos fils. Quand vous êtes commissaire européenne et que vous votez pour augmenter le budget de défense, c'est l'argent d'autres gens. Cette déconnexion entre les décideurs et les conséquences de leurs décisions est structurelle dans les démocraties libérales contemporaines et elle est particulièrement aiguë en Europe. L'historien Paul Kennedy, dans son ouvrage The Rise and Fall of the Great Powers de 1987, que je recommande absolument analyser déjà ce phénomène de l'impérial overstretch, la surextension impériale, son argument central était simple: toute grande puissance qui engage des ressources militaires disproportionnées par rapport à sa base économique productive entre inévitablement dans une spirale de déclin. Ce que nous observons avec l'OTAN aujourd'hui et que Martianov documente avec précision, c'est exactement ce scénario, à l'échelle du bloc occidental. Et finalement, Martianov mentionne Witkoff et Kouchner, ce duo surréaliste que l'administration Trump envoie en Russie pour tenter de négocier quelque chose. Ici, il faut replacer les choses dans leur contexte. La Russie n'a aucun intérêt urgent à négocier. Sa position militaire sur le terrain s'améliore chaque semaine. Son économie a survécu aux sanctions, ce que Bloomberg lui-même a documenté en mai 2026, en notant que le PIB russe a progressé de 4,1% en 2024, malgré 15 000 sanctions. Et surtout, comme Martianov le dit avec une franchise que j'apprécie, la Russie a appris depuis 30 ans que les accords signés avec les États-Unis ne valent pas le papier sur lequel ils sont imprimés. Les accords de Minsk Y et Minsk II ont été signés par l'Ukraine sous pression occidentale et n'ont jamais été respectés. Angela Merkel elle-même l'a admis dans une interview au Zeit Magazine en décembre 2022. Alors pourquoi Poutine rencontre-t-il Witkoff et Kouchner? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la Russie n'est jamais contre les discussions, c'est sa position officielle constante. Deuxièmement, parce que ces discussions permettent de montrer au monde qu'elle est ouverte à une solution pacifique, ce qui renforce sa position dans l'opinion mondiale, et le New York Times lui-même vient de documenter à quel point cette opinion mondiale bascule en faveur de Téhéran et par extension de l'axe Moscou-Téhéran. Troisièmement, et c'est le point que les analystes négligent souvent, parce que ces discussions permettent à la Russie d'évaluer en temps réel à quel point Washington est prêt à sacrifier l'Ukraine pour se concentrer sur ses priorités dans le Pacifique. Car voilà la vérité que personne ne dit vraiment dans les grands médias. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, le journal conservateur de référence en Allemagne, a récemment rapporté que les États-Unis réduisent réellement leur présence militaire en Europe. Ils retirent un groupe de bataille aéronaval affecté à la défense de l'Europe. Ils déplacent 50 chasseurs. C'est un signal. Les États-Unis ont un problème stratégique avec la Chine dans le Pacifique et ils ne peuvent pas maintenir simultanément deux théâtres d'opérations majeurs. L'Europe est le théâtre secondaire et les élites européennes, avec leur hubris habituelle, refusent de le comprendre. Alors, que retenir de tout ce que Andrei Martianov vient de nous exposer? Et que retenir de tout ce que nous venons d'analyser ensemble? Premièrement, l'Iran a remporté quelque chose de beaucoup plus grand qu'une bataille militaire. Il a remporté la preuve de concept que des armes asymétriques, correctement intégrées dans une doctrine de défense nationale cohérente,
peuvent tenir en échec la puissance militaire la plus technologiquement avancée du monde. C'est une leçon que la Corée du Nord, que la Chine, que l'ensemble des pays du Sud global ont parfaitement enregistrée. Deuxièmement, le G7 d'Évian confirme que le bloc occidental est entré dans une phase de déclin accéléré qui n'est plus réversible à court terme. Les déclarations grandiloquentes ne compensent pas l'écart de production industrielle, l'écart démographique, l'écart d'expertise militaire réelle. Comme l'écrivait Paul Kennedy en 1987, et il avait 35 ans d'avance, les grandes puissances ne tombent pas d'un coup. Elles s'érodent, elles s'étendent trop, elles s'enlisent dans des conflits coûteux à la périphérie de leur empire, et un matin, elles réalisent que le centre ne tient plus. Troisièmement, la guerre en Ukraine approche vraisemblablement d'une phase de dénouement, non pas parce que Moscou a tout gagné, dans le sens naïf du terme, mais parce que la capacité ukrainienne de résistance prolongée s'épuise structurellement. Ce n'est pas une question d'héroïsme ukrainien, il est réel et indéniable. C'est une question de démographie, de base industrielle et de soutien occidental qui s'effrite malgré les déclarations d'Évian. Et quatrièmement, c'est le message de fond de Martianov, et je l'endosse pleinement, la pose de la quille du Mourmansk, le Neufem Yasenem, symbolise quelque chose que les Occidentaux refusent d'admettre. La Russie n'est pas un pays épuisé par la guerre. C'est un pays qui construit, qui produit, qui modernise ses forces armées à une cadence que l'OTAN combinée ne peut pas égaler aujourd'hui. Voilà ce que la vidéo d'Andrei Martianov nous dit, au fond, et voilà pourquoi Monde Multipolaire existe pour vous donner les outils analytiques de comprendre ce monde en transition au-delà des narratifs des uns et des autres. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette de notification et si vous pouvez soutenir notre travail, le lien Patreon est dans la description. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur Monde Multipolaire.